Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc tu t'appelles Sébastien Mas, tu es responsable à Strasbourg de la Fédération nationale de la libre pensée. C'est bien ça. Et ensemble, on va parler de la fédération départementale. Oui, tout à fait. En fait, c'est la Fédération nationale de la libre pensée. Et toi, tu es responsable de la direction départementale à Strasbourg. Oui. C'est bien ça. Et ensemble, du coup, on va parler de la laïcité. D'ailleurs, c'est une association qui est très axée sur cette question de la laïcité. Alors, évidemment, en ce moment, ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'actualités sur la laïcité, avec le discours de Macron sur les séparatismes. On ne va peut-être pas en parler tout de suite, on va peut-être se le garder pour la fin si on a le temps. D'abord, j'aimerais qu'on discute d'un point de vue plus philosophique de la laïcité. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi la laïcité ? Sous quelle forme ? Sous quelles conditions ? Comment l'appliquer ? Des questions assez philosophiques et assez générales pour qu'on puisse replacer des débats d'actualité, des débats particuliers à l'intérieur d'une réflexion plus générale, pour qu'on sache de quoi on parle de la laïcité. D'abord, avant qu'on en parle, j'aimerais que tu me dises si toi tu penses qu'il y a aujourd'hui des débats ou pas, des polémiques ou pas. Est-ce que pour toi la laïcité c'est une question qui est parfaitement claire pour tout le monde ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a vraiment du flou sur certaines questions ? Et notamment, est-ce que toi, dans ta pensée particulière à toi, est-ce que tu as toujours été parfaitement au clair sur ce qu'est la laïcité, ou est-ce que tu as connu toi-même des évolutions ? Alors, effectivement, en ce moment, il y a quand même un peu des interprétations différentes du terme de la laïcité. On a notamment des gens qui vont se revendiquer de défense de la laïcité et avoir des points de vue contradictoires sur des sujets. Alors notamment le voile islamique. Est-ce que le voile a sa place dans l'espace public ? Ça, c'est vraiment le sujet clivant du moment. Et on va avoir des gens qui sont défenseurs de la laïcité qui vont avoir des discours opposés sur ce sujet. Donc effectivement, il y a quand même des ambiguïtés. Alors normalement, il ne devrait pas y en avoir, parce qu'il y a une définition, c'est un mot a une définition dans le dictionnaire. Mais malheureusement, on assiste, de toute façon, enfin moi c'est mon point de vue, depuis une vingtaine d'années, à un dévoiement de certains concepts. C'est la même chose pour gauche-droite en politique, la République. Voilà, c'est des mots qu'on est en train de vider de leur sens, et parfois il y a des glissements sémantiques sur ces mots-là, et certains vont utiliser ce mot et l'utiliser pour lui faire dire ce qui nous arrange. En tout cas, de mon point de vue, le terme de laïcité, il a été repris il y a à peu près, on va dire une vingtaine d'années, par l'extrême droite, pour en faire finalement une arme, selon mon point de vue, toujours, anti-musulman, on va dire, assez orienté là-dessus. Défendre la laïcité, c'est-à-dire la religion. C'est-à-dire qu'on a entendu Le Pen qui commençait à dire au nom de la laïcité, il faut effacer, il faut revenir aux racines de la France et effacer tout ce qui est musulman et qui se voit, enfin surtout au niveau visuel, de l'espace public. Alors, selon moi, et selon la libre pensée, et selon pas mal de défenseurs de la laïcité, c'est une façon de détourner en fait le sens de la laïcité. La laïcité, c'est, moi ce que j'ai noté... On va y venir tout à l'heure à une définition. Je voulais savoir si d'abord tu percevais des difficultés, des polémiques sur la notion de laïcité. Et toi aussi, est-ce que pour toi ça a toujours été parfaitement clair ? Ou est-ce que toi-même tu es arrivé à un moment donné à une prise de conscience sur une autre définition, une autre manière de voir la laïcité ? Alors moi j'ai grandi dans le sud-ouest. J'ai pas grandi en Alsace. Je suis arrivé en Alsace il y a plus d'une quinzaine d'années, donc je connais quand même le contexte alsacien. Mais dans le sud-ouest, on a quand même une vision, on va dire, radicale socialiste, historique, qui est très ancrée. Et quand j'étais petit, il y avait la kermesse des écoles laïques, il y avait les fédérations des œuvres laïques qui étaient très forts. C'était à une époque où ça avait le vent en poupe. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, malheureusement, mais c'était le cas. Donc pour moi, c'était quand même quelque chose qui faisait partie de mes valeurs presque familiales. Comme certains ont des valeurs chrétiennes dans leur famille, moi, c'était des valeurs laïques. Donc j'avais toujours quand même... Oui, tel que tu en parles, on dirait que tu parles d'une religion. Non, la laïcité, c'est pas une religion, évidemment, puisque c'est la liberté d'en avoir, de ne pas en avoir, la liberté d'avoir celle qu'on veut, voilà. Donc c'est pas une religion, mais il y a quand même des valeurs morales, voilà. C'est là-dessus que peut-être on peut dire que ça ressemble à une religion. Parce que souvent, on pense que c'est la religion qui a le monopole de la morale. Voilà, je pense que c'est là-dessus. Mais non, la religion n'a jamais eu le monopole de la morale. Il y avait la morale, ça existait sous la Grèce antique, avant les religions monothéistes.
et ce n'était pas lié forcément aux religions. Il y avait des morales chez les philosophes, justement. Toi qui es philosophe, donc ça devrait te concerner. Il y avait déjà une morale. Il y avait déjà des valeurs morales et du bien, du mal, etc. Donc la laïcité, en soi, souvent, historiquement, elle a été chargée de ces valeurs morales qui viennent du républicanisme, voilà, de tous ces mouvements de pensée. Et la libre pensée en est une grosse partie, hein, d'ailleurs. La libre pensée, voilà. Elle apporte ce point de vue. Je me perds dans mes raisonnements. Mais toi, est-ce que tu as connu une évolution? Parce que tu dis, quand tu étais jeune, c'est plutôt une laïcité qui était une forme de culture, d'une certaine manière, avec ses valeurs, avec parfois même des quasi-rites. Alors, sur mon histoire personnelle, moi, j'ai eu une petite période un peu mystique, on va dire, ou enfin un peu religieuse. Je sais pas, j'ai dit à mes parents, tiens, j'ai envie de faire du catéchisme. J'ai même fait l'enfant de chœur pendant quelques mois. Voilà, c'est ma petite période. Mais tu étais dans un contexte croyant ou dans un contexte Non, incroyant? pas du tout. Non, pas du dans tout. ma famille, si, il y avait mon grand-père et puis un grand-père et une grand-mère qui allaient à l'église par convention, parce que c'est comme ça que ça se fait. Enfin, voilà. Culturel. Voilà, c'est culturel. Mais j'ai pas vécu dans une famille, j'ai pas grandi dans une famille très religieuse. Mais j'ai eu ma petite crise de mystique, voilà, à la préadolescence, on va dire. D'accord. Voilà. Mais bon, après, ça m'a pas plus marqué que ça. Enfin, si, moi, je cherchais un idéal, je m'imaginais des choses, mais j'étais assez déçu par des aspects un peu d'hypocrisie, des choses comme ça que je trouvais. Je trouvais qu'en fait, il y avait des grandes intentions, et puis au final, c'est des humains qui sont là, avec leurs défauts. Le curé lui-même, c'était pas un gars parfait, voilà. Enfin, Et du coup, tout ça t'a éloigné un petit peu de la religion. Et comment ça a impacté ta vision de la laïcité? Dans le sens où je me suis dit, beaucoup de bruit pour pas grand-chose, en fait. Au final, on dirait, ce que je disais, on a l'impression que souvent, enfin, dans le discours convenu, que tout ce qui est moral, tout ce qui est bien, mal, les repères, c'est la religion, quoi. C'est grâce à la religion qu'on sait ce qui est bien, ce qui est mal, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler. En fait, je me suis rendu compte en allant dedans, en voyant ce que c'était que le rituel du culte, le machin, en interrogeant mon professeur de catéchisme sur des trucs qui le coinçaient un peu, parce que je voulais comprendre en essayant d'être rationnel sur un truc qui ne l'est pas, en fait. C'est ça aussi. C'est que la religion, c'est pas fait pour être rationnel et c'est pas fait pour réfléchir et comprendre le monde, en fait. Bon, après, ça dépend de la façon dont on appréhende le phénomène religieux. Mais toi, dans ton rapport à la laïcité, la religion ne peut pas être une science, en tout cas. Même Kant le dit. Kant, c'est un philosophe. Si je te développe mon point de vue personnel, c'est qu'il existe quand même... Il y a différents courants à l'intérieur de la religion. Il y a des courants qui sont plus fidéistes, on va dire, qui vont plus tendre sur l'idée que c'est une question de foi et que de toute manière, Dieu dépasse peut-être la raison. Et donc que la foi, c'est d'une certaine manière croire en quelque chose qui n'est pas réductible à quelque chose de rationnel. Et de l'autre côté, il y a aussi un mouvement, on va dire, rationaliste. Dans le christianisme, on le voit à travers des figures comme Anselme, Thomas d'Aquin et plus encore Leibniz, etc. Et donc, il y a les deux courants, en fait. Il y a un courant qui va dire que plutôt la religion, c'est quelque chose de rationnel. Et il faut essayer de rester dans les bornes de la raison. Si je suis, par exemple, quelqu'un comme John Locke, très critique envers les mouvements d'enthousiasme mystique, etc. Puis de l'autre côté, il y a une mouvance qui penche ou bien vers le fidéisme, ou bien vers le mysticisme. Il y a un peu de tout, en fait, dans la religion. C'est pour ça que c'est difficile de réduire à l'unité ce phénomène-là, quoi. Sauf que justement, tous ceux qui sont allés vers cette rationalité, en fait, se sont éloignés du dogme religieux et en fait étaient un peu en contradiction avec ce qui était avec les textes eux-mêmes. Est-ce que vraisemblablement on peut dire que Adam et Ève ont été créés par Dieu ex nihilo, et puis c'est eux qui se sont multipliés et puis peuplent aujourd'hui la terre. Les humains d'aujourd'hui sont tous des descendants d'Adam et Ève. Encore une fois, c'est l'énorme problème de la lecture des textes. Est-ce qu'il faut les lire littéralement? Parce que, en fait, le texte, il ne vient pas tout seul. Il vient aussi à l'intérieur d'une tradition qui le lit d'une certaine manière. Puis après, il y a la question de l'interprétation. Est-ce qu'il faut le lire dans un cadre rationaliste? Est-ce qu'il y a d'abord une philosophie qui vient précéder le texte
et qu'on essaye d'interpréter à l'aune de cette philosophie. Par exemple, ce qu'ont fait les stoïciens dans la Grèce antique, c'était à peu près ça, c'est reprendre la mythologie grecque et se poser la question de cette mythologie grecque, est-ce qu'il faut la lire littéralement ou est-ce qu'il faut essayer de la comprendre vis-à-vis d'une philosophie rationaliste, et donc d'essayer de réinterpréter ces textes-là et ces thématiques-là en fonction d'une visée plus rationaliste. Et c'est quelque chose qui est vraiment très ancien, hein, dans les religions, on a Philon d'Alexandrie qui commence déjà à faire ça avec la Bible, bien avant la naissance du christianisme. Et donc c'est aussi un courant et un mouvement qui existe. Mais en fait, on s'écarte un petit peu par rapport à la question de la laïcité. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu avais évolué dans ta vision de la laïcité? Tu m'as dit... J'ai certainement évolué, si tu veux, mais moi, j'ai quand même toujours été assez proche d'une vision un peu agnostique, on va dire, dans ma conception des choses. Même quand j'avais mes crises mystiques, j'avais toujours un esprit critique quand même sur ce qui m'était présenté. C'est-à-dire quand on me dit il faut croire et surtout te pose pas de questions, non, moi ça passe pas. Enfin, j'avais toujours un peu donc pour toi, la laïcité, cette rébellion là de me dire mais non, je peux pas gober un truc sans pouvoir l'accepter, quoi. Oui, tout à fait. Mais après, j'ai eu des évolutions comme tout le monde, si tu veux. Forcément, il y avait des moments où pour moi la religion était forcément mauvaise viscéralement, des moments où je me dis ben non, après tout il faut de la tolérance, enfin je sais pas, oui bien sûr, mais c'est des évolutions je pense à la marge par rapport à vraiment ce que toi tu veux dire. Moi j'ai un petit peu écouté ce que tu racontais sur ton évolution à toi personnelle, qui vraiment tu as oscillé entre deux pôles, et c'était quand même assez éloigné en fait ta conception. Moi je pense pas que j'ai eu ce cheminement là. Parce que moi, du coup, ça a vraiment influencé ma vision de la laïcité. En tout cas, en bonne partie, dans la mesure où, quand j'étais plus adolescent et athée, moi, j'étais vraiment partisan d'une laïcité dure et anti-religieuse. C'est-à-dire que pour moi, la laïcité, il fallait aller jusqu'au bout et il fallait accompagner un mouvement de sécularisation de la société où l'école devait servir à combattre la religion par l'instruction, etc. Et je dirais que c'est plus un penchant... bon, après, il y a la conversion, la question de la conversion qui fait que les a priori qu'on a sur la religion tombent, et donc du coup, on ne peut plus avoir la même vision négative de la religion. Puis il y a aussi des questions de philosophie politique. Quel est le rôle de l'État? Est-ce que le rôle de l'État, c'est vraiment de faire ça, d'imposer une vision à la société? Est-ce que l'État ne doit pas plutôt être plus libéral, et donc chacun fait ce qu'il veut? Et donc dans ce cas, la laïcité ne peut pas être une laïcité de combat anti-religieuse, parce que ce serait faire dépasser les bornes de la finalité, de la fonction essentielle de l'État. Donc il y a eu toutes ces questions-là, mais chez moi, en tout cas, ça a fait énormément évoluer ma vision de la laïcité, entre une vision, on va dire, anti-religieuse, puis une vision plus neutre. Aujourd'hui, l'État doit rester neutre sur ces questions-là. Mais par contre, je constate comme toi que la laïcité, dans le discours public, a tendance à être repris à des finalités religieuses. Alors tu pointais le cas de la droite ou de l'extrême droite qui tendent à utiliser la laïcité pour expulser une religion non autochtone, on va dire ça comme ça, l'islam par rapport au catholicisme. On a aussi la récupération à gauche de communautarisme islamique, parce que c'est aussi un réservoir de voix, et parfois il y a des compromis, on peut le dire comme ça, avec la laïcité, parce que politiquement parlant, ça peut être intéressant. Il y a les deux, en fait, j'ai l'impression qu'il y a très peu de courants politiques qui sont complètement droit dans leurs bottes par rapport à la question de la laïcité. Et c'est ces deux choses-là que je remarque. Alors je pense qu'il faut revenir à la base de ce qui fonde la laïcité en France, vraiment d'un point de vue symbolique, on va dire au moins, mais même au niveau du droit, c'est la loi de 1905. Mais justement, venons-en. Voilà. Qu'est-ce que la loi de la loi de 1905, c'est la séparation des églises et de l'État. Voilà, ça a été clairement. Alors, il faut regarder le film La Séparation. Je ne sais pas si tu vois ce film. Ah non, ça me dit rien. Tiens. Voilà, il y a eu un film qui est un fiction documentaire sur comment s'est passé les débats à l'Assemblée lors du vote de cette loi. Il y avait plusieurs points de vue à l'Assemblée. Donc il y avait la droite conservatrice qui était liée à l'Église catholique et aux royalistes, hein, encore à l'époque. Il y avait encore des royalistes à l'Assemblée qui défendaient le fait de revenir même sur le concordat, parce qu'en fait le concordat précède la loi de 1905. Hein. Donc, rappel historique, le Concordat, c'est Napoléon Ier. C'est une loi qui visait à faire que c'était l'État français
qui subventionnait l'Église catholique, hein, principalement, qui était l'Église dominante, et qui l'est toujours hein, en France, qui est l'Église majoritaire en France. Il me semble qu'il y avait aussi les protestants et les juifs. Il y avait aussi les protestants et les juifs, mais ça c'est en Alsace-Moselle, c'est un peu particulier. Hein. C'est que en Alsace-Moselle? Ah, il me semblait que c'était valable sur tout le territoire. C'est une dérogation au concordat, c'est un peu complexe. Hein. Le concordat lui-même, au départ, il est juste sur l'Église catholique. Hein. Oui, mais il me semblait qu'il y avait eu une extension. Alors l'extension, elle s'est faite quand on a remis en place le concordat en Alsace-Moselle. Parce qu'en fait, le concordat a été abrogé au vote de la loi de 1905. Et quand l'Alsace-Moselle est revenue en France, en 1918, eh bien, il y a eu une pression qui a été faite pour qu'on remette en place le concordat pour l'Alsace et la Oui, Moselle. ça j'ai bien saisi. Voilà. Oui, mais... Donc le concordat, c'est Napoléon, c'est 1800, donc c'est un siècle avant. 1905, Assemblée, donc certains défendent le fait d'abroger même le concordat pour libérer l'Église et qu'elle soit vraiment émancipée même de l'État. L'extrême gauche, on va dire de l'époque, qui était pour abroger la religion et interdire l'habit ecclésiastique dans l'espace public, pour supprimer les jours fériés religieux, voilà. Donc la séparation de l'Église et de l'État ne les satisfaisait pas. Et il y avait, on va dire, le centre, mais qui était un centre gauche, hein, Aristide Briand, qui prônait la séparation de l'Église et de l'État. Et donc Aristide Briand propose cette loi. Il y a des débats, des amendements qui sont proposés, qui sont rejetés. Et au final, ça a été accepté à une bonne majorité. Et donc on sépare l'Église et l'État, ça veut dire qu'en gros, l'État ne subventionne pas l'Église, ne subventionne pas les églises. Donc l'État n'a pas à s'immiscer dans les affaires de l'Église et l'Église n'a pas à s'immiscer dans les affaires de l'État. On sépare les deux sphères. C'est-à-dire que l'État, c'est du domaine de la loi, le public, et l'Église, c'est du domaine privé. Ma liberté de conscience fait que je peux adhérer à une religion si je veux. Encore que c'est un peu compliqué. Je peux choisir la religion que je veux et je peux choisir de ne pas avoir de religion. Et c'est ça qui est moderne, en fait. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'en France, on a eu des guerres de religion entre les protestants et les catholiques pendant des siècles. Il y a eu la Saint-Barthélemy, il y a eu des choses quand même très marquantes dans l'histoire de France. On a eu l'édit de Nantes, qui a un peu calmé le jeu. Donc Henri IV arrive, il est d'origine protestante, donc il est sensible à la cause des protestants. Il met en place une vision où on dit on a le droit de ne pas être catholique romain. Puis Louis XIV casse l'édit de Nantes, il révoque l'édit de Nantes, et il réinstaure une sorte de terreur vis-à-vis des protestants. Ça remet en place tout le processus d'oppression des protestants en France. C'est quand même des milliers de morts. Ça a été quand même quelque chose d'assez marquant. Et à la Révolution, on a encore un retour d'une laïcisation, on va dire, d'un processus de laïcisation, qui tout de suite est coupé à l'époque napoléonienne, où Napoléon tranche et dit maintenant, on a l'Église catholique que nous, on subventionne. Donc à partir du moment où l'État subventionne l'Église catholique, c'est une façon aussi de tenir l'Église catholique. Napoléon, c'était un malin. Napoléon, c'est une vieille tradition française aussi, ce qu'on appelle le gallicanisme. Donc il tient le truc. L'État tienne l'Église. À partir du moment où on subventionne quelque chose... Il y a une Église nationale, quoi. Voilà. Et donc ça a duré pendant presque un siècle. En 1905, on a quand même une montée de l'anticléricalisme et de la libre pensée, qui fait qu'on commence à se dire, là, non, c'est une situation qui est pas tenable, il faut trancher. Et surtout qu'en plus, entre-temps, la société, elle s'est laïcisée, en fait, même dans les esprits. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se revendiquent athées ou agnostiques, c'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un Dieu ou pas, peut-être qu'il y en a un, mais en tout cas, bon... Voilà, ou des protestants, il y en a toujours, il y a des juifs qui sont là, et on commence à avoir d'autres religions qui apparaissent. Notamment dans les colonies, on a des musulmans, voilà, et beaucoup de juifs d'ailleurs aussi, en passage. Et puis en France, on a surtout les protestants. Et les protestants qui sont toujours là, qui sont toujours présents à cette époque-là. Alors, 1905, évidemment, l'Alsace-Moselle n'est pas en France, on le sait, depuis 1870, guerre de 70, voilà, c'est allemand, l'Alsace-Moselle, donc ça ne les concerne pas. C'est pour ça que donc on met en place la loi de 1905, je finis là-dessus, séparation de l'Église et de l'État, pas de subvention des cultes par l'État, ce qui permet à l'Église finalement de pouvoir mettre en place des associations, parce qu'il faut savoir qu'en 1901, on a créé aussi la loi sur les associations. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on a le droit de s'associer en dehors des cadres de l'État, de l'armée, voilà. Il y a des associations. Libre aux religions de s'associer.
et de pouvoir gérer les églises qui sont mises à disposition gracieusement par l'État. C'est-à-dire que les églises de l'époque appartiennent à l'État, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais sont mises à disposition aux associations cultuelles. Donc c'est toujours la situation actuelle, d'ailleurs. Donc on a ça qui est mis en place 1905, voilà, début du XXe siècle. Voilà. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des amendements à cette loi. Par exemple, la loi Debré. La loi Debré, c'est 1900, je l'ai noté, 60, je crois, 1959. La loi Debré, déjà, elle va commencer à dire l'école... Mais on va y venir après voilà. à l'école. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vient à la fois avant, parce qu'en fait, il y a déjà la création de l'école publique bien avant. Oui, bien sûr. Oui, dans le même. Tout se fait à peu près à ce tournant du XXe siècle. Mais là, pour le moment, on se concentre uniquement sur la question de la laïcité. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas, à ton avis, une difficulté à chercher à définir la laïcité par rapport à la loi? Donc, on pourrait résumer par séparation de l'Église et de l'État, liberté de culte, liberté de conscience et non-financement des cultes. On pourrait résumer la loi en ces quelques mots. Mais c'est la loi française et elle ne vaut que pour la France, puisque c'est la loi française. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté? Et puis en plus de cela, non seulement ça vaut que pour la France, mais en plus de ça, en fait, c'est pas certain qu'il y ait une définition dans la loi. C'est plus... il y a une loi sur la laïcité et son application, ce sera ça. Et donc, ce que je viens de décrire, en fait, c'était son application. Mais est-ce qu'on a l'essence vraiment de laïcité? Que signifie le mot laïcité? On va définir. Et oui, c'est ça le problème. Parce que je poursuis juste un tout petit peu sur la question Moi, j'attends de la ça France. qu'on définisse. Je ne suis pas sûr d'apporter une réponse. C'est toi qui m'as lancé sur la loi. Je ne suis pas sûr d'apporter une réponse. Mais juste pour terminer là-dessus, le problème, c'est que, tu le sais peut-être, il y a une loi sur la laïcité en Belgique. Oui, il y en a. Et son interprétation Mexique, est complètement. Il y en a en Turquie. Alors, je pensais effectivement à l'usage du mot laïcité, parce que dans les pays anglo-saxons, parfois on a des idées comme par exemple séparation de l'Église de l'État, par exemple aux États-Unis, mais on n'a pas le mot laïcité. Le mot laïcité se traduit très mal. Alors parfois on utilise le mot sécularisme, mais c'est pas la même chose. Laïcité, c'est vraiment un mot français qui est difficile à traduire dans beaucoup d'autres langues. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'au Québec et en Belgique, on parle français. Pour la Suisse, je n'ai pas vérifié ce qu'il en était. Mais on a des lois de la laïcité. Alors au Québec, c'est très récent, mais en Belgique, c'est assez intéressant parce qu'on a une loi sur la laïcité qui, en fait, est un concordat. Concrètement, l'État finance les églises, les différentes religions. L'État finance l'école et les écoles privées et un cours de religion à l'intérieur des écoles. Donc on voit quand même qu'il y a un financement de l'État assez important et en même temps, il y a la reconnaissance de la liberté de conscience, la reconnaissance de la liberté de culte et toutes ces choses qui vont avec l'idée générale de liberté de pensée. Et est-ce que ce n'est pas problématique du coup de définir la notion de laïcité par rapport à la loi française, sachant qu'en fait, il y a d'autres pays qui utilisent ce même mot laïcité, mais qui l'appliquent, d'après eux, la laïcité s'incarne mieux, par exemple, à travers la forme d'un concordat, un peu comme ce qu'on a ici en Alsace-Moselle. Ça pose problème, clairement, le fait de revendiquer cette notion-là. On n'est pas dans la laïcité, on est dans le multiculturalisme, on va dire, ou dans quelque chose de Est-ce qu'il faut opposer religieuse, les deux, forcément ? Est-ce qu'il faut forcément opposer les deux ? Non, c'est pas opposé, mais en tout cas, c'est pas la même chose. Ouais. Il y a une subtilité, il y a des choses différentes. Le fait d'être dans quelque chose de concordataire, ça pose un problème d'égalité. Moi, dans la définition que j'ai notée de la laïcité, je la reprends de Henri Pénier-Ruiz, c'est liberté de conscience, bon là on y est à peu près, égalité de droit et l'intérêt général. Là, dans les cas que tu me poses, on n'y est pas tout à fait. C'est-à-dire que si l'État subventionne certaines églises, mais je voudrais qu'on y vienne lesquelles, selon quels critères, qu'est-ce qui fait que celle-ci est légitime et celle-là non? C'est le cas en Alsace-Moselle d'ailleurs, puisqu'on est dans quelque chose de concordataire. Pourquoi est-ce qu'on subventionne l'Église catholique, protestante et israélite, alors qu'on ne subventionne pas les orthodoxes, les musulmans, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est une objection qui est tout à fait... Ou les témoins de Jéhovah, ou les scientologues, ou j'en sais rien, enfin voilà, ou les spaghettis, voilà, les pastafariens. Ou tout simplement, même sans parler parler de religion parodique, même pourquoi l'athéisme n'est pas financé dans le concordat. Bon, après, financer l'athéisme, ça semble compliqué, mais et effectivement, les francs-maçons, les penseurs pourraient très bien demander à être subventionnés. Mais bien sûr. Oui, quelque part. Après, c'est pas des religions. Donc, du coup, non, mais c'est des philosophies qui proposent une vision de la vie qui est alternative aux religions, et à ce titre-là, au nom de la libre pensée, au nom de la liberté de penser, on pourrait
on pourrait les classer. En tout cas, c'est des alternatives à l'intérieur d'une même grande catégorie générale qui sont des ensembles proposant une vision du monde. En tout cas, ces modèles-là que tu me proposes là, ils posent ce problème-là donc qui on subventionne. Donc la liberté et aussi donc l'égalité face à cette subvention-là. Pourquoi cet argent public, donc c'est-à-dire que l'argent que tout le monde paye dans ses impôts, voilà, pourquoi cet argent public va être reversé pour certaines causes qui ne sont pas forcément d'intérêt général. Alors j'aurais voulu qu'on y ça pose le problème de l'intérêt général. Je ne suis pas certain que, toute association financée par l'État ou subventionnée par l'État serve forcément l'intérêt général. Et alors, il y a des associations communautaires, par exemple, ou des associations visant les droits de telle ou telle catégorie. Il y a un statut d'association d'intérêt général. Il y a ce statut-là. Toutes les associations de France ne sont pas subventionnées, on est d'accord. Oui, voilà, mais... Il y a des associations qui touchent des subventions, il y en a d'autres qui n'en touchent pas. Comment ça se fait qu'il y en a qui touchent, il y en a qui ne touchent pas? C'est délibéré au niveau politique, on choisit, on dit cette association, elle est utile pour l'intérêt général, parce qu'elle va faire au niveau social, vous avez des associations qui vont aider à l'insertion, par exemple. Celles-là, on va leur donner un peu de sous, parce qu'elles répondent à un besoin que nous, l'institution publique, on n'a pas réussi à trouver comment faire, on va les subventionner pour qu'elles fassent ce boulot-là. Si c'est une association de gens qui disent nous, on fait des maquettes d'avions entre copains le samedi et on boit l'apéro après. Celle-là, elle va demander une subvention, elle ne l'aura pas. Justement. Parce qu'on va dire, ça vous regarde vous. Bien sûr. Voilà. En fait, il faudrait c'est savoir, comme ça que ça se passe. Il faudrait savoir quels sont les critères. Est-ce qu'il y a des critères légaux? Et si oui, sur quoi se base-t-il? Par exemple, si toute association religieuse était par défaut considérée comme n'étant pas d'intérêt général, se poserait quand même la question philosophique. Est-ce que les religions ont un intérêt, permettent un intérêt général ou pas? En fait, il faudrait savoir quels sont les critères légaux pour cela. Ouais. Et ensuite, donc c'est la première question. Puis il y a aussi des associations qui défendent des intérêts de communauté, par exemple. Et on peut considérer aussi que ça sert l'intérêt général, que toutes les communautés puissent avoir un certain vécu. Et puis d'autre part, sur la question plus spécifique des religions, est-ce qu'elles représentent un intérêt général ou pas? Par exemple, un philosophe comme Charles Taylor dira que les religions permettent quand même de structurer certains individus dans leur identité, dans leur moralité, et permettent aussi une forme de solidarité, permettent aussi une vie caritative. Alors ça, d'ailleurs, c'est un des problèmes de la loi 1905 qui sépare le culte d'un côté, de l'autre côté, de la question de la charité. La plupart des églises sont embêtées d'un point de vue administratif parce qu'elles sont obligées de se séparer en deux, entre d'un côté l'association qui va gérer le culte, et les mêmes personnes en réalité, parce que en fait, beaucoup de religions sont intrinsèquement portées sur les actions caritatives, et donc les mêmes personnes, quasiment la même structure, mais légalement c'est deux structures séparées, avec etc. Cette fois-ci caritative. On a du coup une espèce de monstre juridique avec une séparation de deux structures, alors qu'en fait ce sont les mêmes personnes, et puis plein de problèmes de financement, etc. Parce qu'en général, le budget de l'un et de l'autre devrait servir pour la même chose, vu que c'est une continuation du culte pour beaucoup de religieux que de faire des actions caritatives, mais là on est obligé de séparer les deux choses. Mais on le voit bien que du coup, les religions, en tout cas pour certaines d'entre elles, ont une visée d'action caritative, d'investissement dans la société pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et à ce titre-là, on peut considérer qu'elles font partie de l'intérêt général, comme d'autres associations. Alors, je ne sais pas si c'est si monstrueux que ça, parce que tu parles d'une monstruosité... Je parle d'un point de vue juridique, c'est juste qu'intellectuellement, c'est bizarre. Je sais que nous, à la Libre Pensée, par exemple, on a une association en tant que Libre Pensée, et on a aussi des associations de solidarité entre libre penseurs, et c'est des associations différentes, puisque c'est des actions différentes. On a aussi une association pour ce qui est les archives, les documents, etc. Et on a constitué des associations différentes. Ce n'est pas si compliqué que ça de monter une association en France. Justement, on a une loi qui est quand même relativement simple, on va dire. C'est plus simple que de créer une entreprise, par exemple. Parce que, enfin voilà. Alors maintenant, la charité, déjà, enfin moi personnellement, là je te parle vraiment à titre personnel, mais je pense que les copains libre-penseurs, ils sont sur la même ligne. Nous, on est plus sur la solidarité que sur la charité. Alors c'est peut-être les mots, mais c'est quand même pas la même chose. Quand on parle de solidarité ou quand on parle de charité. La charité, c'est un petit peu, je me donne bonne conscience en filant la pièce au gars qui traîne dans la rue, il va s'acheter un coup à boire ou un sandwich vite fait, mais bon, le lendemain, il aura encore faim, quoi.
La solidarité, c'est un peu plus, on va essayer d'organiser la société de façon équitable, de façon à ce que ce gars-là, il ne soit pas à la rue. Donc, moi, je prendrais plus le modèle solidaire que le modèle charitaire. D'accord, d'accord. C'est plus ce qu'on met derrière les mots, là, dans ce cas. Enfin, en tout cas, voilà. Mais ça, c'est très lié, justement, à la façon de faire du modèle religieux. La façon d'organiser la solidarité, elle se fait à travers la charité. Et ça, c'est vraiment caractéristique. Ce qui fait que, est-ce que c'est vraiment d'intérêt général, ça ? Ouais, peut-être, si. Il y a des cas où ça l'est. Emmaüs, par exemple. Tiens, on va prendre Emmaüs. Emmaüs, c'est quand même lié à un truc religieux. Enfin, il y a quand même, c'est pas neutre religieux. Et Emmaüs touche des subventions. Enfin, c'est quand même un truc qui est, voilà. Il y a des salariés à Emmaüs qui sont en contrat d'insertion. Les contrats d'insertion, c'est subventionné. Enfin, voilà. Emmaüs touche des choses comme ça. Mais Emmaüs, c'est pas l'Église catholique, tu vois. C'est pas la même chose. Et c'est normal de séparer les deux, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Enfin, clairement, peut-être qu'il y a une continuité dans l'esprit des croyants, peut-être, ça les regarde. Mais moi, si j'estime qu'il y a une continuité entre, je sais pas moi, des partis politiques, des syndicats, des associations d'entraide, est-ce que c'est pour ça que je vais dire, non, on est opprimé puisqu'on est obligé de faire des trucs différents ? Non, tant mieux. C'est bien de séparer le politique du syndical, c'est tant mieux. Même si, très souvent, moi je suis à l'œil pensée, mais j'ai d'autres engagements. Et je vois très bien qu'on retrouve souvent les mêmes têtes. Je suis à l'association de mon quartier, il y a des gens que je connais de la politique, et d'autres je les connais de la Libre Pensée, d'autres je les connais d'associations où on va aider les gens qui sont à la rue. Moi je suis à La Roue Tourne, je ne sais pas si tu vois. Voilà, c'est une association pour aider des migrants. Voilà, et tu retrouves toujours les mêmes gens dans ces milieux-là, associatifs, militants. C'est un peu toujours les mêmes gens, c'est les gens qui se bougent le cul, qui sortent de chez eux. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut dire tout ça c'est la même chose et on va faire un grand truc ? Non, parce que ça c'est la porte ouverte à vraiment une hégémonie de certains grands organismes tout-puissants, en fait, si tu veux, et incontrôlables. Là, le fait que tu aies l'Église, le culte, le rituel, pourquoi pas, c'est une chose. Mais le fait de faire Emmaüs, moi, je peux très bien aller à Emmaüs et trouver ça bien, Emmaüs, donner mes meubles, en acheter, contribuer au truc, mais sans être catho, quoi. Tu vois, sans aller à l'église tous les dimanches. C'est pas, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Après, s'il y a des gens qui font les deux, tant mieux, enfin, ça les regarde. Enfin. Mais c'est pas parce qu'il y a un lien... parce que l'abbé Pierre était un ecclésiastique, non, mais ça, c'est quand même pas la même chose. Oui, je comprends. Tu vois, après, ou l'armée du salut, ou j'en sais rien. Bien sûr. Mais après, la question initiale, c'était plus celle de l'intérêt général des religions. Et à partir du moment où, au moins, les religions motivent à un intérêt général, on pourrait considérer qu'il y a une forme d'intérêt général dans les religions. Mais juste, j'aimerais revenir à la question de la définition. Parce que, ça me pose problème parce que c'est pas univers. Enfin, mais c'est vrai celui aussi qui n'est pas croyant, celui qui fait partie d'une religion alternative New Age, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, lui ? Lui, c'est pas son intérêt à lui, du coup. Enfin, moi, ça me pose problème parce que ça crée des murs. Ça dépend. Mais non, mais ça dépend. Moi, j'ai envie de péter ces cloisons-là. C'est comment on voit la chose. Le New Age peut aussi avoir droit à... Enfin, je sais rien, c'est un exemple. En fait, tu me devances sur certaines questions que je voulais aborder après, parce que d'abord, je voulais bien traiter la question de la définition, et puis ensuite venir à la question de la justification. Parce que justement, après, dans la justification, on peut aussi essayer de démêler la façon dont on définit la notion. Et là, tu me devances un petit peu. Pardon. C'est pas grave. Vas-y. Mais juste pour revenir à la question de la définition, donc j'avais dit il y avait le problème de la loi en tant que telle. C'est difficile de chercher à définir la laïcité à partir de la loi parce qu'il y a d'autres lois et que la loi elle-même ne propose pas de définition claire de laïcité. Elle propose une application, mais pas forcément une définition. Puis il y a aussi le problème du discours. Tout à l'heure, on parlait des discours. Il y a des discours de gauche, des discours de droite, des façons de lire cette notion qu'est la laïcité. Bobéro avait publié un livre qui s'appelait « Les 7 laïcités françaises en 2015 », dans lequel il essayait justement de montrer que le discours français ne développait pas une seule façon de concevoir la notion de laïcité, mais différentes conceptions, et que chaque époque avait plus ou moins sa forme dominante de laïcité. Du coup, ce serait difficile de dire que la loi 1905, c'est la laïcité, parce qu'en fait, même son interprétation va changer un petit peu en fonction des époques. Je ne sais pas si ça te dit un petit peu quelque chose. Alors après, il y a des gens aussi qui interprètent la Bible d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est toujours pareil. Un texte, on peut toujours...
Hein, il y a des gens qui, au nom de la Bible, vont faire de l'Inquisition et d'autres qui vont faire Emmaüs. Oui, du coup, non, mais bien sûr, on peut se poser du coup la question de la détermination du texte. Non, c'est vrai, mais bon, en tout cas, selon mon point de vue, en plus de président de la Libre Pensée, de membre de la Libre Pensée, voilà, la loi de 1905, il y a quand même tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, on a dit, l'État n'a pas à voir dans l'Église, l'Église n'a pas à voir dans l'État. Voilà, les choses, elles sont posées au niveau législatif. Après, maintenant, au niveau philosophique. Qu'est-ce que ça implique, la laïcité? La laïcité, ça implique qu'en fait, le religieux, c'est une question de liberté de conscience. C'est pas une question de regard des autres et de ségrégation, de discrimination. Celui-là, il n'est pas de la bonne religion. En fait, l'idée de laïcité, elle a émergé parce qu'il y avait une religion dominante en France, qui est l'Église catholique romaine, et qui dominait clairement. C'est-à-dire pendant des siècles, les rois étaient rois parce que, au nom de Dieu, ils étaient là, et du coup, on ne pouvait rien y faire, parce que c'est comme ça. Et c'est un peu ce côté dogmatique, hein, c'est comme ça. Donc tu as beau pas être d'accord, de toute façon, tais-toi, c'est Dieu, donc c'est au-dessus de toi. Mais ça, en fait, l'avantage, c'est que cette question de la liberté, elle permet comment dire, elle permet d'écarter d'office toute conception de la laïcité qui serait liberticide. Typiquement, par exemple, la liberté gallicane, la laïcité gallicane, c'est-à-dire, comme l'appelle Bobéro, c'est-à-dire l'idée que l'État contrôle la religion. Bah ça, au nom de la liberté, on dit non. Mais ça, c'est le concordat. Hein. La laïcité, c'est pas exactement la même chose, parce que quelque part, dans le gallicanisme, il y a l'idée quand même que l'État favorise une religion, alors que dans le concordat, il peut y avoir neutralité de l'État, et puis différentes religions qui sont subventionnées. Le concordat favorise certaines religions, je suis désolé. Mais après, il peut y avoir une conception du concordat qui est plus ou moins large, ou plus ou moins... C'est pas intrinsèque à la notion de concordat que de se limiter à un certain nombre de religions. Par contre, dans le gallicanisme, c'est intrinsèque à l'idée du gallicanisme de favoriser une religion plutôt que... Je ne suis pas au fait de ce que c'est vraiment le gallicanisme, mais moi, ça me fait vraiment penser à la conception concordataire. En fait, dans le concordat, par exemple, typiquement la Belgique, il peut y avoir liberté de pensée, liberté de culte, mais les religions sont en plus soutenues par l'État. Sans que l'État soit religieux, sans que l'État dise telle religion est vraie ou pas, il dit juste qu'il y a des religions et on finance les religions parce que ça participe de la vie publique. Et il y a même d'ailleurs des financements pour des associations athées, on en parlait tout à l'heure. Il y a des associations laïques, athées, etc., qui sont financées au même titre que les autres religions et qui ont part, elles aussi, à leur chapitre dans les cours d'instruction. Il y a des cours d'instruction religieuse et il y a des cours d'instruction laïque, athée, etc. Donc tout cela est intégré à l'intérieur de la notion de concordat sans qu'il y ait d'un côté l'État qui dise voilà, telle religion est vraie et on va contrôler telle religion, on va complètement la financer et on veut que toute la société s'uniformise autour de cette religion. Donc c'est quand même deux modèles pour moi qui sont complètement distincts l'un de l'autre. Très bien. Non, c'est juste que du coup les problèmes ne sont pas les mêmes. Parce que le gallicanisme, la laïcité gallicane, c'est-à-dire si l'idée que l'État contrôle une religion d'État, clairement il y a quelque chose qui s'oppose à la liberté. Si on est dans une forme de laïcité anti-religieuse, autre exemple, là, dans ce cas de figure, on est aussi face à quelque chose qui s'oppose à la liberté de penser. Je te coupe tout de suite, la laïcité, c'est pas anti-religieux. La laïcité, c'est la... Oui, c'est parce que tu lis le fait la laïcité sous une définition. Ce soit pas la religion qui contrôle la vie publique et l'État. Je comprends. Et c'est parce que tu le lis. En fait, tu le lis à travers la loi 1905, alors que moi, là, je suis en train de parler des catégories que propose Bobéro. Laïque, ça veut dire quoi à l'origine? On remonte encore plus loin sur l'étymologie. On avait les ecclésiastiques et les laïcs. C'était ça en gros. Oui. Un laïc, c'est quelqu'un qui n'est pas un curé, qui n'est pas un habit curé, qui est un laïc. Mais il n'est pas forcément anti-religieux. Il peut l'être, mais il peut très bien ne pas l'être. Il peut aller à l'église tous les jours et il est un laïc, c'est-à-dire il n'est pas un curé. Donc c'est ça, un laïc. Donc c'est-à-dire que l'État, il est laïque. L'État, il n'a pas une soutane. Tout à fait. Parce que pendant des siècles, l'État avait une soutane. C'est ça le truc, quand même. Il faut placer les choses historiquement. Pendant des siècles, c'est l'Église, en fait. Enfin, l'Église, elle avait une place, une influence énorme dans l'État. Après, il y avait des conflits, parfois, entre le roi et le Vatican. Bon. Mais quand même, le poids, le clergé était très puissant en France. Et ça a duré des siècles. Des siècles. Hein. Vraiment très longtemps, de Clovis à la Révolution, quoi. Après, la Révolution, c'est pas parti tout de suite. Justement, il y a eu le Concordat, il y a eu des allées et venues. Napoléon III, voilà. Donc,
c'est surtout cette émancipation-là, s'émanciper de cette mainmise de l'Église catholique. Ça a été ça le combat. Mais l'idée, c'est pour défendre plus les religions minoritaires et les non-croyants. Voilà. Parce que ceux-là n'avaient pas voix au chapitre. C'est-à-dire, à partir du moment où moi, j'étais pas de l'Église catholique, machin, bah, ma parole, elle était inférieure à celui du bon évêque qui arrive et qui dit bah, c'est comme ça. Point. Donc il a fallu avoir un processus comme ça pour arriver à s'émanciper de cette mainmise du Vatican, de l'Église, hein, parce que ce n'était pas toujours le Vatican, mais en tout cas du cléricalisme en France, sur le politique. Et du coup, aujourd'hui, le politique, il est détaché de cette mainmise-là. Alors il y a des politiques qui vont parler de choses religieuses, évidemment, mais ce n'est pas avec une autorité, si tu veux. Il n'y a pas le côté de dire « Ah, mais en tout cas, moi, j'ai la parole d'évangile, voilà ». Et du coup, on ne peut plus contre-argumenter parce que le principe de religion, c'est croire. Et la foi. Et c'est fini, quoi. Ah ben si. Encore une fois, non, mais si on est dans le religieux, on est dans ce côté-là. Tu as la foi ou tu l'as pas. Mais non, surtout qu'en plus, aujourd'hui, on a tous les mouvements d'individualisation du religieux, on a tous les mouvements d'individualisation du religieux. On le voit bien, par exemple, je donnerai juste un exemple, hein, mais au niveau du catholicisme, entre l'enseignement catholique sur certaines questions éthiques, je pense par exemple à la sexualité et la pratique des catholiques, il y a un divorce très net oui, mais ça, c'est pas entre... mais non, mais ce que je dis, c'est que c'est plus adapté. Contrairement à ce qu'on croit, il y a une forme d'individualisation aujourd'hui du religieux qui fait que l'idée selon laquelle les religions seraient... des choses, des ensembles doctrinaux qu'il faudrait croire et qui seraient imposés de l'extérieur, extérieur de notre propre conscience, en fait, il est dépassé depuis au moins les années 50. Aujourd'hui, on a plutôt à faire un phénomène religieux. Merci les défenseurs de la laïcité. Ils ont réussi à émanciper les catholiques eux-mêmes. C'est pas venu tout seul, ça. Hein. On serait resté au Moyen-Âge, le féodalité et tout, il n'y aurait pas tout ça. On serait resté avec la doctrine, impossible d'avoir une vision alternative. Il y a eu le protestantisme qui est passé par là. Et puis, tout mouvement religieux est travaillé par des protestantisme. Il fait partie de cette évolution qu'il y a eu vers une laïcisation de la société. Voilà. Ça a été aussi, hein. Ça a été le cas. Il en fait partie. Mais ce que je veux dire, c'est que tout mouvement religieux, en fait, est rarement homogène. Il y a souvent une diversité de courants qui permet déjà une certaine forme de liberté de l'individu qui peut préférer tel ou tel courant. Et ensuite, les religions sont travaillées par des questions qui sont indéterminées, qui sont précisées au fur et à mesure. Et donc, il y a toute une série de courants qui se forment. Ce n'est pas un bloc monolithique, comme on a souvent l'habitude de le voir. En réalité, les religions ont une histoire qui montre bien qu'il y a aussi un travail de la raison à l'intérieur, des discussions théologiques, des débats qui sont tranchés, d'autres non, et ça permet une certaine liberté pour les individus à travers les religions. Ce n'est pas le bloc monolithique qu'on a l'habitude de le voir. Mais par contre, pour revenir là où on avait commencé à discuter tout à l'heure, c'était, quand je parlais de laïcité, je le parlais au sens de la façon dont le mot est utilisé dans le discours public, pas ce que dit la loi. Donc quand je parlais de laïcité anti-religieuse, je ne parle pas de ce que dit la loi, bien entendu. Je ne dis pas que la loi est anti-religieuse. Je dis que dans le discours public, il y a eu certains moments dans l'histoire où il y avait la volonté d'entendre la notion de laïcité sous une forme anti-religieuse. Et le fait de reconnaître la liberté de penser comme étant primordiale permet d'écarter ce genre d'interprétation. Voilà, c'est dans ce sens-là que je disais ça. Et ça permet déjà d'écarter donc l'idée d'une laïcité gallicane, l'idée d'une laïcité anti-religieuse, l'idée d'une laïcité qui serait anti-musulmane aussi, par exemple, une laïcité identitaire. Qui dirait voilà, le catholicisme, c'est la religion culturelle de la France ou de l'Europe, et l'islam est une religion étrangère, donc il faut l'écarter de France. Ça alors aussi, que les c'est deux quelque chose sont originaires du Moyen-Orient, il faut le rappeler. Hein. Absolument, mais totalement. Bon, il y en a une qui a plus travaillé l'histoire, mais bon. Après, voilà, ça, au moins, la liberté de penser permet d'écarter toutes ces choses-là. Par contre, ça ne permet pas d'écarter des modèles comme, par exemple, le concordat. La liberté de penser s'accorde assez bien avec l'idée d'un concordat et ne serait-ce que quand on pense par exemple au fait qu'on dit qu'il faut subventionner la presse parce que même si bien sûr il y a une presse de gauche, une presse de droite, une presse de ceci, une presse de cela, c'est important pour le travail des idées, c'est important pour le débat public que la presse soit subventionnée. On pourrait, pourquoi pas, tenir le même raisonnement par rapport à l'idée d'un concordat qui serait plus large que celui qui existe en Alsace, parce que là on est tous les deux ici en Alsace, mais en fait j'entends le concordat en un sens plus large, et tout à l'heure j'évoquais le concordat belge qui inclut également des mouvements athées.
En France, au départ, il est national. Hein. C'est pas un truc Alsace-Moselle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas la question de la région, c'est plus la question du nombre de mouvements qui peuvent être intégrés à l'intérieur d'un concordat. Et à ce titre-là, la seule liberté de pensée ne permet pas ne permet pas d'écarter une idée de laïcité telle que un concordat. En fait, l'argument que toi tu utilisais, c'était surtout celui est-ce qu'une religion peut être d'intérêt général ou pas? Mais si les religions participent au débat public, participent aussi à la formation de la vie pour certaines personnes, de leur moralité, de leur vision du monde, etc., de leur identité, on peut y trouver une forme d'intérêt général. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments forts en faveur d'une laïcité telle qu'on l'entend, loi 1905, plutôt qu'une laïcité concordataire, sauf un argument qui me paraît vraiment pertinent. Et cet argument, c'est l'État doit se limiter aux fonctions régaliennes, où l'État ne doit pas dépasser simplement la question de la justice, de la police, de l'armée et quelques fonctions élémentaires qui sont importantes. Mais ce n'est pas la fonction de l'État de s'occuper de ces questions-là. Et de la manière que l'État devrait abandonner le financement, par exemple, je sais pas moi, par exemple de la presse, il devrait abandonner le financement des religions. L'idée d'un concordat serait complètement contraire à l'idée d'un État libéral. Ça, c'est un argument que je comprends, qui, je trouve, effectivement invite à l'idée d'une interprétation telle que la loi 1905. Par contre, je ne vois pas beaucoup d'autres arguments contre l'idée d'un État concordataire. Alors là, il y a deux choses dans ce que tu as développé. Déjà, sur le modèle concordataire. Et est-ce que c'est de l'intérêt général ou pas? Je vais me répéter, mais on doit faire un choix à ce moment-là. Quand on est dans un modèle concordataire, on va subventionner certaines églises. Sur quels critères? Moi, c'est ça qui me pose problème. Et c'est là qu'il y a de l'arbitraire. Et du coup, on ne peut pas parler d'intérêt général s'il y a de l'arbitraire. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas dire je vais choisir celle-là parce qu'elle est légitime, parce que historiquement, il y a eu ça. Bah oui, mais si ça se trouve, il se trompe. Si ça se trouve, cette religion-là, elle est vachement plus pertinente. Je sais pas, enfin... Bon, après, tu vas me dire, ça n'existe pas en religion d'être pertinent ou pas. Non, parce que c'est si pas l'État scientifique. Mais si pourquoi on choisit? Pourquoi... Enfin, je sais pas. Ça va être compliqué, parce qu'à partir de quand tu vas dire, ben là, on choisit pas? Aux États-Unis, il y a une liberté de religion. Tu peux créer ton église en bas de ta rue. Tu dis, ah bah tiens, je vais créer les baptistes, je sais pas quoi, blabla, un nom à rallonge. C'est une église spécifique, les Sébastien Massistes, tu vois. Et c'est moi le pape. Voilà. Ou Dieu, carrément. Je suis ou Dieu, si tu veux. Allons-y. Et donc, tu crées ta propre église, c'est un business, voilà. Et c'est reconnu comme religion. Voilà. Aux États-Unis, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est ce qu'on appelle une liberté de religion. C'est un modèle. C'est un modèle. Après, ils ne sont pas forcément subventionnés, là, par contre. Il n'y a pas de concordat aux États-Unis. Oui, tout à fait. Voilà. Absolument. Mais dans un truc concordataire, moi, ça me pose le problème de dire, mais c'est à partir de quand qu'on dit que ça, c'est une religion, ça, c'est une secte? C'est quoi la différence? C'est un grand classique. Une religion, c'est une secte qui a réussi. Ouais, c'est une vérité, mais franchement, c'est tellement ça. Mais si on suppose que l'État Jésus-Christ, au départ, c'est un gars qui enfin, en tout cas, si on regarde qu'est-ce que ça veut dire Jésus, c'est un mec qui est un juif, qui est dans en Palestine et qui dit, voilà, moi j'ai une vision de la religion qui est comme ça. C'est pas la vision accepté par les ecclésiastiques de son époque, et puis il a des adeptes, et puis ça prend, et puis ça marche. Du coup, c'est une secte qui a marché. C'est vraiment ça. Et c'est le cas du protestantisme, si on va par là. C'est le cas de, je sais pas moi, les musulmans, ça peut être la même chose. Tu peux dire, l'islam, c'est une secte au départ. C'est une vision un peu différente de celle... Mais secte, à l'origine, ça signifie juste un mouvement. Mais pourtant, c'est une religion. C'est un mouvement religieux, c'est une religion, c'est pas une secte, tu vois ce que je veux dire? Oui, pourquoi? En fait, parce que ça atteint une certaine échelle. Donc ça a une légitimité. Oui, mais la notion de secte, elle est difficile à appréhender. Parce alors du coup, qui on subventionne au niveau d'un concordat? Est-ce qu'on subventionne les scientologues? Il faudrait pas Est-ce qu'on subventionne les scientologues? Pourquoi pas? Il faudrait pas que l'État... moi, ça me pose problème de subventionner. J'ai pas envie de payer des impôts pour donner de l'argent aux scientologues, excuse-moi. Mais la question, franchement, en fait, c'est la question du consentement à l'impôt. Après, est-ce qu'on a une vision qui est libérale? Le consentement à l'impôt, est-ce qu'on a une vision qui est libérale, ça doit être l'intérêt général, celle de l'État-providence? Parce que se pose la question. Non, mais c'est très intéressant. Pour moi, c'est pas d'intérêt général de subventionner l'Église, je sais pas quoi, les témoins de Jéhovah. Déjà, moi, ça me pose problème de subventionner les témoins de Jéhovah, clairement. Mais de la même manière qu'il y a des religieux qui peuvent être très troublés à l'idée que leurs cotisations ou leurs impôts servent à financer telle ou telle chose
qui heurtent leurs convictions. Après, la question, c'est est-ce qu'on adhère à un État-providence, et donc on sait que cet État va financer des choses qui lui semblent aller dans l'intérêt général, même si ça peut heurter les convictions d'un tel ou d'un tel, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'idée d'un État libéral qui va estimer que la notion d'intérêt général ne lui parle pas, il ne sait pas ce que c'est, il est complètement neutre, axiologiquement parlant, et par conséquent, il limite complètement toute dépense publique. En fait, il y a deux visions là qui sont possibles. Et je me permets de continuer sur l'intérêt général. Je pense à un truc. Tu sais combien ça coûte le concordat juste Alsace-Moselle, juste Bas-Rhin-Haut-Rhin-Moselle? Ça coûte 70 millions d'euros chaque année à l'État français. Si on applique ça à l'ensemble de la France, mais c'est un trou dans les budgets. Alors tu vas me dire, c'est pour l'intérêt général. Ça va servir à quoi? Ça va servir à payer les curés, ça va servir à changer la robe, et c'est de l'argent en moins pour payer les routes, les hôpitaux, les écoles, l'aide sociale, le RMI et tout. Ça craint, c'est pas de l'intérêt général pour moi. En France, on aime bien augmenter les impôts. Non, quand même, je suis désolé. Moi, ça me pose un problème d'intérêt général, justement. Mais vraiment, hein. Et je voulais répondre à ce que tu as dit avant, parce qu'en fait, on a passé un autre truc, un autre débat. Là. Parce que là, on est passé sur le concordat. Mais au départ, on parlait d'autre chose. On parlait de deux visions de la laïcité. Donc là, on est sur la laïcité 1905 et l'interprétation. Pour moi, je me permets de revenir sur ce dont on parlait au départ, en fait. Hein, il y a des gens qui vont dévoyer ce truc-là pour l'instrumentaliser. C'est-à-dire, on va prendre le mot laïcité et on va l'instrumentaliser. C'est ça qui est en train de se passer. C'est comme, c'est comme, on le vide de sens et on lui injecte un sens qu'il n'a pas. Jamais dans la loi de 1905, on a dit... Oui, d'accord. Mais il y a la loi de 1905 et il y a le mot... Le mot laïcité, oui, jamais, mais même dans le mot laïcité... On ne va pas imposer aux Belges, au nom de la loi française, comment eux, ils doivent comprendre la notion de laïcité, alors qu'ils parlent bien de laïcité. Le mot laïcité est cité dans la loi belge? Il me semble que oui. Oui, c'est dans les discours... Il y a des cours sur la laïcité. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres pays qui se revendiquent laïques. Tu as le Mexique, l'Uruguay, l'Argentine, la Turquie. Il y a vraiment... Il n'y a pas que la France et les pays francophones. Hein. Donc ça veut dire que c'est traduisible quand même, le concept de laïcité. Et aux États-Unis, peut-être qu'ils n'ont pas d'équivalent parce que dans leur histoire, ils sont pas du tout... Regarde, aux États-Unis, on fonctionne par communauté raciale. C'est comme ça que ça fonctionne. Aux États-Unis, il y a les Noirs, les Asiatiques, les machins. C'est lié à des vagues d'immigration. C'est lié à leur façon de penser la société. En France, on n'a vraiment pas cette vision-là. Et tant mieux, hein. Enfin, en tout cas de mon point de vue. C'est-à-dire, il y a un problème, on constate que dans les universités aux États-Unis, il y a trop de blancs. Mais en fait, c'est pas qu'il y a trop de blancs, c'est qu'il y a trop de riches. Et il se trouve que les riches, c'est des blancs. Hein. Mais celui qui est blanc et pauvre, donc on va faire des quotas pour mettre plus de noirs, plus d'asiatiques, pour essayer de dire, ben voilà, comme ça, c'est égalitaire. Mais celui qui est blanc et pauvre, ben, du coup, il a rien, lui. Il n'a pas de quota racial et il est de toute façon pas non plus, il n'a pas accès puisqu'il est fils d'ouvrier, il reste ouvrier, il n'ira pas à l'université celui-là. Donc du coup ça marche pas, c'est pas un modèle social, ça, c'est un modèle racial. Oui, et si on axe une société, si on découpe la société sur un modèle racial, c'est problématique. Et c'est la même chose si on axe sur des modèles religieux, c'est-à-dire on dit les musulmans, les juifs, les catholiques, les protestants, ça pose aussi problème. Ça va être la même chose, on va dire « Oh, il y a beaucoup de catholiques, donc on va faire un quota de musulmans, on va faire un quota de juifs, machin. » Ça crée problème. Et le modèle concordataire, il risque de... ça. Ils le font pas, effectivement. Mais franchement, le modèle concordataire, à mon avis... En fait, ce que tu as peur, c'est l'argument de la pente glissante. Tu as peur que l'idée d'un concordat conduise à une forme de communautarisme, avec ensuite une forme de justice sociale. Enfin, pour moi, c'est logique. Alors que le lien... Je ne suis pas sûr qu'il soit absolument si évident que cela. Il y a plein de, par exemple, les Belges, à ma connaissance, ne font pas ça. Après, on est parti sur le concordat parce que je ne dis pas que moi, personnellement, je le défends. Je disais que la base argumentaire pour écarter le concordat me semblait trop faible, surtout si on part de l'idée d'un État-providence, alors que si on part d'un État libéral,
ça me paraît beaucoup plus fort, parce que c'est l'idée que de toute façon, l'État, c'est pas son affaire à lui. La question même de l'épanouissement des individus, etc., c'est pas son affaire à lui. Et donc, il doit financer qu'un certain nombre de tâches minimales. Et la religion n'en fait évidemment pas partie. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir effectivement l'idée d'une laïcité telle qu'on la voit dans la loi de 1905. C'est plus cet argument-là que je vois, moi, être en plus en faveur d'une laïcité telle que celle qu'on lit dans la loi de 1905. Mais si on retire si on n'a pas une vision libérale de l'État, je vois moins comment il peut être facile de défendre l'idée de la laïcité au sens de la loi. La loi de 1905, elle était soutenue par les libéraux et par les socialistes. Hein. Par les deux, en fait. Parce qu'à l'époque, c'était la gauche, tout ça. Ouais, aujourd'hui, les libéraux sont plus à droite, machin. Mais à cette époque-là, la droite, c'était les royalistes et c'est eux qui étaient contre. Mais tout le reste de la gauche, c'est-à-dire socialistes et libéraux, étaient pour. Ouais. Et c'est compliqué parce que le socialiste de 1905, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Le socialiste de 1905, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Le libéral de 1905, c'est pas exactement le même non plus. Et c'est un peu compliqué d'essayer de transposer des catégories comme ça dans des débats. Après, on parle d'une loi qui a 100 ans, qui a plus de 100 ans maintenant, qui a 120 ans, 115 ans. Ouais. Donc c'est un peu bon. Par contre, on a beaucoup avancé. Oui. Et il y a une question que j'aimerais qu'on aborde. C'est celle de l'école. Est-ce qu'on doit accepter la présence du fait religieux à l'école et est-ce qu'on doit enseigner la religion à l'école? T'en penses quoi? Alors, l'enseignement, ça veut dire quoi? On va transmettre un savoir. On va transmettre un savoir. Normalement, moi, ma conception des choses, c'est que si on transmet un savoir, on va essayer de transmettre une science, enfin un savoir qui est rationalisé, qui est une science, qui est quelque chose qui est prouvable, qui est... Enseigner le religieux, c'est quand même particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on enseigne? Moi, je me souviens, mes cours de catéchisme, tiens, tu vois, j'en parlais tout à l'heure. En cours de catéchisme, j'adorais les trucs historiques, les Romains qui venaient, les machins. Quand ça parlait de l'histoire de ces choses-là, je trouvais ça super intéressant. L'histoire de... ça, c'était bien, tu vois. Mais quand on me disait, c'est comme ça, tais-toi et crois ça, là, ça me pose problème. Parce que là, c'est plus de la connaissance. C'est ça, tu te le mets dans la tête et c'est comme ça. C'est pas prouvable, mais on te dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Alors que normalement, moi, quand on m'apprend les maths, on me dit le carré de l'hypoténuse, machin. Pourquoi? Parce que, blablabla, et on peut te démontrer, on peut même physiquement te montrer un triangle et te dire, regarde, si je prends une ficelle, que je lui fais un carré, c'est comme ça, ça marche. C'est un vrai truc, c'est une science, c'est démontrable. En histoire, pourquoi on sait qu'en telle année, il y a eu ça? Parce qu'on a des archives et on a des preuves, ça a été prouvé par des historiens, tu vois, il y a eu des recherches, il y a eu des thèses, il y a eu des trucs. Le religieux, le fait religieux, mais comment on prouve ça? Il y a eu des miracles, le Christ a marché sur l'eau, d'où ça sort ça? Ah, mais en fait, ça peut être métaphorique, ok, donc c'est de la poésie? Donc c'est quoi? Est-ce que c'est pas... une histoire de Père Noël, quoi. Si tu as été sage, tu auras des cadeaux. Il y a deux questions qui se soulèvent. Si tu es sage, tu iras au paradis, tu vois. Pour moi, il y a deux questions au final, ça revient à ça, tu vois. Il y a deux questions qui se soulèvent. Il y a la question de l'autorité. Donc enseigner ça à l'école, est-ce qu'il doit y avoir... C'est pas le lieu. Parce qu'on peut très bien concevoir un enseignement religieux qui soit complètement dépourvu de questions d'autorité ou de dogme. Par exemple, typiquement, le fait religieux, ou même l'histoire des religions, ou même les idées religieuses. C'est ce que je te dis. Moi, je trouvais ça hyper intéressant. On peut tout à fait le faire. Et après, sur la question de la rationalité... C'est fait, même en France, de l'intérieur. Moi, j'ai fait l'école en Dordogne. Alors, juste parenthèse. Et là-bas, on avait l'histoire des religions. Juste parenthèse. France de l'intérieur, ça va parler qu'aux Alsaciens. Oui, pardon. Et là, on n'est pas en que Alsace-Moselle. Voilà. Donc, la France de l'intérieur, c'est une expression alsacienne typique selon laquelle il y a la France de l'intérieur, c'est les Français, tout le reste des Français. Ouais. Et puis, la France de l'extérieur, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, il y a les Alsaciens. Donc, il y a les Alsaciens et la France de l'intérieur. Voilà. Et en Alsace, du coup, il y a les cours de religion. Voilà. Oui, ça effectivement. Non, je rappelle parce que les gens qui ne sont pas au courant, oui, effectivement. Tout le monde n'est pas des gens qui ne sont pas au courant, oui, tu as raison. C'est vrai. Moi, je l'ai découvert en arrivant ici. Hein. Moi, pareil. J'étais surveillant, ça m'a fait bizarre. Hein. Et surtout, moi, ce qui m'a particulièrement choqué, je vais te dire ce que c'est. J'étais surveillant en collège. C'était ça Voilà, j'étais étudiant et surveillant. Il y avait la liste des élèves avec écrit en face catholique, protestant, rien. Tu vois? Ah, je savais pas. Donc, tu as la liste des élèves en France de l'intérieur, donc, enfin, en Dordogne, machin, en France. Il y a écrit le nom des élèves et puis tu vas voir les options qu'ils ont. Oui. Mais là, comme c'est des options de cours de religion,
bah, il y a écrit quels cours de Oui, religion ils font. Okay. Donc si tu veux, c'est comme si tu avais une liste avec la religion qu'ils ont, et s'il y a écrit rien en face, en général, c'est soit des familles athées, soit musulmans ou juifs, tu vois. D'accord. C'est bien que tu sois juif, question parce que il est censé y en avoir, mais il y en a pas tellement en fait. D'accord. C'est bien que tu soulèves cette question. Alors moi, je suis arrivé au lycée en terminale ici en Alsace, donc j'ai jamais connu de toute ma vie de cours de religion dans le cadre de l'école publique comme ça. Mais ça me permet de soulever un point. C'est quand je parle de cours de religion, moi, j'y serais plutôt favorable. Mais pas de cours de religion confessionnelle. C'est-à-dire que les catholiques vont avoir leurs cours de catholiques, les protestants vont avoir leurs cours de protestants, je veux dire, les musulmans d'islam, etc. C'est pas le cas. Hein. Les musulmans n'ont pas de cours. Oui, d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est pas du tout. C'est d'autant plus. C'est le problème de la longtemps. limite du modèle concordataire. Oui, je comprends. Mais c'est pas ça que moi Alors, je pense qu'il serait important qu'on ait des cours de religion pour mieux se comprendre les uns les autres, notamment parce qu'on a des citoyens pour qui, dans leur identité, ça compte. Et parce que aussi pour son propre développement personnel, ça peut être intéressant. Comme on fait de la philo, de faire aussi, d'avoir des idées, de comprendre comment fonctionnent les religions. Et un cours dans lequel on puisse comprendre les idées développées chez les catholiques, les protestants, les musulmans, les bouddhistes, les hindous, les grandes religions, et y compris, c'est hyper important à mon avis, l'athéisme, les différents types d'athéisme, etc. L'agnosticisme, parce qu'on a tendance à les oublier, mais ils existent aussi. Et je pense que ce serait important pour que, justement, si l'école, c'est le lieu de la liberté où par confrontation d'arguments, on arrive à se forger une opinion, bah que de la même manière qu'en cours d'économie, on a un cours sur les libéraux classiques, sur les keynésiens, sur les marxistes, bah on puisse avoir un cours de philosophie et religion, pourquoi pas, dans lequel on a des cours sur les différents modes de vie et penser. Ça, je pense que ce serait important pour le développement de la liberté individuelle de chaque enfant. Alors, quelque part, dans le programme d'histoire, il y a un peu ça. Ouais, mais souvent, tu sais, c'est l'histoire des religions. C'est ça le problème. C'est plus des faits par exemple, dire que l'islam, Muhammad a parlé, dit-il, de la part de Allah et qu'il était son prophète. Ok, c'est super, mais ça ne nous dit rien de la pensée interne, de la philosophie qui est à l'intérieur de l'islam. Là, on a juste des faits, mais il manque en fait tout le sens qui est autour. Et c'est ça que je reproche aux cours d'histoire. Quand même totalement différent de ce qui est mis en place sur les cours de religion. Ah oui, ça je dis pas. Hein. L'histoire du cours de religion, au départ, il faut voir une chose, c'est que l'école, c'est les religieux qui le faisaient. Comme tout ce qui était les naissances, c'était l'état civil, c'était l'Église. C'est pour ça qu'il y avait ce pouvoir, quand je disais tout à l'heure, une mainmise du religieux sur la vie sociale. C'est que chaque naissance, chaque mort, chaque mariage, et l'école, et l'hôpital, tout ça, c'était l'Église qui le prenait en charge. Donc l'état civil, c'est l'Église, l'école, c'est l'Église, etc. L'hôpital, c'est l'Église. C'est toujours l'Église qui s'occupait de ça, en fait. C'était son domaine, réganien, on va dire. Donc l'Église avait toujours le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, etc. C'est ça, en gros. Oui. Donc, émanciper l'école de l'Église, ça a été aussi un truc important. C'était pas anodin. Et maintenir les cours de religion, ça veut dire garder un petit peu, que l'Église garde un petit peu la main dessus quand même. C'est-à-dire, bon, c'est plus qu'un cours sur tous les autres cours. C'est-à-dire, on va plus... c'est compliqué de dire l'évolution, ça n'a pas existé. C'est compliqué de dire c'est Adam et Ève, en fait, au départ. La Terre, elle est apparue il y a 6000 ans. Non, en cours de sciences nat, ça ne va pas le faire, quoi. Plus personne n'y croit. Même le curé du coin, il n'y croit pas, en fait. Même le pape lui-même, il n'y croit pas. Pourtant, c'est écrit, hein. Non, il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui y croient. Oui, il y a certainement des gens qui y croient. Mais bon, il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Avec des gens qui étaient athées, qui sont convertis à une religion à cause de ça. Mais... Ouais. Oui, il y a tout. Non, il y a tout sur Terre. Hein. Il faut tout pour faire un monde. J'ai même vu des platistes. Hein. Mais je veux dire, ça reste des terres platistes. Ça reste quand même pas, on va dire, le point de vue bien sûr, accepté. Absolument. Alors qu'à une époque, ça devait l'être. Je pense que beaucoup de gens se disaient, oui, il y a 6000 ans, voilà. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens de connaissances suffisantes au niveau scientifique pour penser autrement. Puis on leur a tellement dit qu'au bout d'un moment, ça devient vrai. Hein. Bon, c'est pas tellement ça. Oui, bon, l'âge de la Terre, effectivement, a posé des difficultés. Si tout le monde te dit que tu es un âne, au bout d'un moment, tu penses je suis un âne. Il y a aussi Après, il faut savoir aussi être fort au niveau de sa pensée. Puis la question de la tradition aussi. Est-ce que la tradition, c'est un argument ou pas? Moi qui suis cartésien, j'ai tendance à penser que s'il y a une tradition, il faut la remettre en question. Et il faut accepter que des arguments dont on dispose de quelque chose qui permettent de juger.
En tout cas, l'idée de cours de religion, elle est forcément à l'encontre de ça, du cartésianisme, de la science, de tout ça. Alors, dans les faits, je sais comment ça se passe, hein, les cours de religion en Alsace, puisque justement, j'étais surveillant, j'ai même été enseignant vacataire et tout, je vois un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que, en gros, les gamins, ils vont là-bas, ils font des dessins, ils font des chansons. C'est pas bien méchant, il n'y a pas vraiment un endoctrinement, voilà, parce qu'il n'y a plus ce truc-là. Mais du coup, ça me pose un problème, ça veut dire les profs en question, ils sont payés. Par exemple, un prof de religion catholique, je prends ça, hein, mais ça pourrait être protestant. Le prof de religion catholique, pour qu'il devienne prof de religion catholique, il faut déjà qu'il soit catholique lui-même. Pas forcément. Je ne peux pas être musulman et dire « Ah non, il faut qu'il soit... » Ah oui, tu me parles là de la réalité concrète. Comment ça se passe? D'accord. Moi, je te Donc, parlais dans l'absolu. Au sein de l'éducation nationale, on donne un diplôme de CAPES à un gars sur un critère religieux. C'est-à-dire, s'il a une autre religion, ben, il ne peut pas. Donc, c'est-à-dire que il y a une discrimination, là, finalement. Après, forcément, il n'y a pas grand monde qui va être bouddhiste, qui va dire « Tiens, je vais faire prof de religion catholique. » Ce serait Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais oui, mais c'est pas le cas. Oui, d'accord. C'est pas ça qui se passe. D'accord? Peut-être que toi, tu prends un truc où il y aurait cours de religion qui serait un peu critique, qui remettrait en question, qui donnerait... Pourquoi pas? Ça, c'est pas... Voilà, surtout s'il y a aussi un point de vue critique, ça peut être intéressant. Je dis pas non, ça serait comme la philosophie. Voilà, oui. Sauf que la philosophie, on sait, c'est qu'en terminale en France. Oui, mais c'est malheureux. C'est dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, je sais que tu es plutôt philosophe de formation, ça, il me oui, semble. tout à fait. Voilà, donc forcément, voilà. Mais quand même, c'est important d'avoir un esprit critique sur les choses. Oui, c'est bien. Qu'en terminale, voilà, il y a des gens qui ne vont pas en terminale, hein, déjà. Tous les gens qui font des CAP et tout, ils n'y vont pas. Donc s'il y avait un peu, après, enseigner la philosophie en primaire, c'est compliqué. Ça se fait. Il y a des tentatives. Faut voir comment ça ne s'enseigne pas de la même manière, voilà, mais oui, ça existe. Mais là, ce serait en fait de la philosophie, finalement, ce que tu décris là. Enfin, non? C'est pas complètement réductible à la Quelle est la philosophie, différence? parce que ça se rapproche de l'histoire des religions plutôt, ou de l'histoire des idées religieuses. Alors ça, on le fait en histoire. C'est plus de sens. L'histoire pure a tendance à être factuelle et a tendance à être... par exemple, un Mircea Eliade. Je ne sais pas si ça te parle, si tu vois qui c'est, Mircea Eliade, donc un historien des religions. On le classe où? C'est pas vraiment un historien, c'est pas vraiment... c'est pas un sociologue, c'est pas un anthropologue, c'est pas un philosophe. Quoi qu'il s'en rapproche, il a commencé par des études de philosophie, il me semble qu'il a commencé à enseigner la philosophie au début de sa carrière. Typiquement, les historiens des religions, c'est des profils un peu bâtards, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est pas vraiment de l'histoire pure. Ce qui les intéresse, c'est pas vraiment les faits, c'est plus le sens et les doctrines qui sont derrière. Donc ça se rapproche beaucoup plus de la philosophie, mais c'est pas de la philosophie pure non plus, parce que ça s'inscrit dans des contextes historiques assez précis, à l'intérieur de cadres religieux. Et en philosophie, on ne fait pas vraiment d'histoire des religions. Donc c'est vraiment quasiment une discipline à part, je dirais. Alors, il faut voir, est-ce qu'on veut créer une nouvelle matière? On est plutôt à en supprimer, on est en train de... Le mouvement dans l'éducation nationale, là, les programmes, c'est qu'on réduit les matières qui sont minoritaires, genre l'art plastique, la musique, même la physique, même la science physique, et pourtant c'est quand même important la science physique, mais ça aussi, on veut avoir plutôt des grandes matières, genre maths, français, voilà. On réduit ça. Alors, en créer une nouvelle petite niche, là, ça va être compliqué. Hein. Là, pour l'instant, le débat, il est, est-ce qu'on maintient ces cours de religion qui, je le rappelle, n'existent qu'en Alsace-Moselle, hein, dans le reste de la France, ça n'existe pas. En sachant qu'en plus, comment ça se passe en Alsace-Moselle? Parce que c'est pareil, si les gens qui ne sont pas au courant de ça, c'est-à-dire d'office, vous avez des cours de religion. Un gamin, il vient à l'école, il est cours de religion. Et on vous demande juste catholique, protestant ou israélite. Mais ça, c'est vraiment, je le dis encore, c'est minoritaire parce qu'il n'y a pas assez de profs en fait, pour le faire. Donc il y a plein de cas où des gamins juifs, ils n'ont de toute façon pas de cours de religion. Bon. Et musulmans, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'elle n'est pas prise en compte. Bouddhiste, orthodoxe, voilà, tout ça, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que d'office, si on veut ne pas avoir de cours de religion, il faut demander à ne pas l'avoir. Donc ça veut dire que la norme, elle est d'avoir des cours de religion. Donc déjà, en plus, comment c'est présenté, c'est vraiment... ça, c'est normal, en fait. Et si tu veux, tu peux demander à ne pas en avoir. Encore heureux, on va dire. Donc du coup, qui n'a pas de cours de religion? Les non-croyants et les gens qui ont des religions qui n'existait pas, enfin qui étaient peu représentées à l'époque. Il n'y a que les confessions majoritaires. Voilà, qui les confessions majoritaires, et encore majoritaires, excuse-moi, il y a plus de musulmans que de protestants. Oui, historique. En Alsace. Majoritaire historique, voilà. Tout à fait, oui. Mais c'est le problème des cours de religion en Alsace, c'est que c'est des cours
de religion mais même, dogmatique au sens négatif du terme. Est-ce que c'est pas plus simple d'arrêter ça, quoi? Arrêter les frais, ça coûte des sous. Surtout que moi, je te dis, j'habitais en Dordogne quand j'étais gamin. J'ai quand même fait du catéchisme, voilà, parce qu'à un moment donné, j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien ça. J'ai envie de savoir ce que c'est, quoi. J'étais curieux, voilà, je voulais connaître. Et j'ai pu le faire, parce que ça existait. Il y a des cours de catéchisme, ça existe. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de l'école pour ça. Enfin, si vraiment les religions veulent dire, si, prêcher la bonne parole, machin, ils peuvent le faire. Si la religion, ça leur est pas interdit. Si l'école se donne comme lieu d'être du vivre en commun, où une fois dans ta vie au moins, toute classe sociale, c'est la théorie, hein, toutes classes sociales sont mélangées, tous milieux sociaux sont mélangés, tout horizon de vie sont mélangés, c'est le lieu idéal où aussi on peut prendre du recul sur son propre environnement culturel immédiat. Ouais. Et là, je reprends familial. les arguments de Catherine Kinsler, qui est favorable à la laïcité à l'école, mais qui n'aborde pas ce sujet, et c'est dommage. Et bien justement, ce serait le lieu idéal où on puisse aussi s'extraire, pourquoi pas, de son athéisme, même si on n'a pas envie. Mais non, mais moi je dirais l'inverse. Du coup, ce que tu décris, je continuerai en disant, ce serait le lieu idéal pour justement, pour une fois qu'on ne parle pas de religion, quoi. Enfin, merci, quoi. Qu'on me parle de choses rationnelles, comme disent Platon, alors, comme disent. Mais ça, c'est parce que tu ranges tout de suite la religion dans l'irrationnel. C'est parce que tu ranges tout de suite la religion dans l'irrationnel. C'est pas une science, la religion, on est d'accord. Mais on est d'accord, mais après, ça peut se rapprocher de l'ordre d'une philosophie. La théologie n'est pas une science, rassure-moi. Même Kant lui-même, justement, je reviens sur Kant. Oui, mais Kant, c'est un philosophe parmi d'autres. Mais Kant, c'est un philosophe qui était religieux lui-même. Hein. C'est pas un libre penseur, Kant. Hein. Il est déiste. Kant, c'est un déiste, voilà. Et austère, et un austère. Et Kant, pour lui, justement, il dit clairement, non, la théologie, elle a pour objet des choses qui sont pas, qui sont pas explicables, qui sont pas mesurable, donc c'est pas une science, clairement, c'est pas une science. Du coup, voilà, en fait, faut pas la prendre comme une science, c'est pas possible. C'est le problème de la notion de science, surtout que Kant écrit à une époque où on a l'impression que la science est quasiment achevée et finie, où la science newtonienne a dit le fin mot de l'histoire des sciences. Aujourd'hui, on réalise que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Par exemple, Kant aurait entré en révulsion s'il avait appris des théories comme la théorie des paradigmes de Thomas Kuhn, etc. L'idée d'une science qui finalement n'est pas si achevée que cela lui aurait paru complètement étrange. Non, il y a quand même beaucoup d'argumentaires. Tout ne se résout pas complètement par l'expérience dans les sciences. Il y a aussi beaucoup d'hypothèses qui sont mises. Il ne faut pas avoir une vision naïve. Il y a les arts, il y a les sciences et les arts. Ben oui, par exemple, à l'école, c'est ça qu'on devrait enseigner, les sciences et les arts. Oui, ben pourquoi pas. Mais si la philosophie non plus, toutes les questions sont pas résolues en philosophie. Tout ça, c'est pas sa place. Mais ça peut être quelque chose qui est proche. On va enseigner un truc où on sait pas si c'est vrai, c'est peut-être faux. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Aucune question en philosophie. Par tradition. Mais quasiment aucune question en philosophie, on sait si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Il y a des arguments plus ou moins probables, peut-être dans ce sens, peut-être dans l'autre. On va pas. Ce qui est important, c'est d'apprendre à réfléchir. À part peut-être dans certaines lectures du judaïsme, on va un peu interroger le truc. Mais à part ça, une religion, elle est dogmatique. On a le texte, on a l'interprétation. Encore une fois, c'est parce que tu as une vision qui est un peu dogmatique de la religion, de ce qu'elle devrait être, caricaturale. Lis par exemple la Somme-théologie de Thomas d'Aquin. Tu verras que l'argumentation est quand même complètement différente d'une argumentation qui serait purement dogmatique. Le texte a dit, donc voilà, on applique. Il y a l'argument du pour, l'argument du contre. On essaye de peser le pour, le contre. On essaie d'expliquer pourquoi tel argument est valable, tel argument n'est pas valable. Il y a une vraie rationalité interne à l'intérieur des religions. Je disais, je ne peux pas te laisser dire que les religions sont purement dogmatiques. Ceux qui vont interroger ça sortent du cadre religieux, ils s'en émancipent justement. Mais parce que tu essentialises la religion comme étant fondamentalement irrationnelle, et donc tu refuses l'idée qu'on puisse être proprement religieux et rationnel. Et ça te semble être deux catégories complètement contradictoires. Ouais, là je l'ai pas. Il faut que je te j'ai pas cette case-là. Faut que je te conseille de lire Thomas d'Aquin. Par contre, on arrive à la fin de l'émission, et j'aimerais, si tu as des ouvrages que toi tu aimerais conseiller pour prolonger la question de la laïcité. Alors oui, écoute, j'ai emmené des petites lectures, oui, effectivement, parce que tu m'avais dit ça. Moi, je vous conseille fortement la lecture, mais bon, c'est très long, hein, c'est un gros bouquin. Bon, c'est un dictionnaire. Hein, c'est un dictionnaire. C'est le dictionnaire amoureux de la laïcité de Henri Pénay-Ruiz. Moi, j'aime bien, sur la laïcité. Moi, j'ai même des marque-pages. Je vois ça. Voilà. Ça se lit pas comme un roman, évidemment. Hein. Ça se consulte de temps en temps quand il y a un terme. De temps en temps, on peut prendre au hasard et dire, tiens, qu'est-ce que dit sur tel terme. Alors, précisons que Henri Pénay-Ruiz défend la laïcité comme
comme tu l'entends, classique, Un sens peu, classique. oui, c'est à peu près, oui. Il n'explore pas beaucoup les différents types de laïcité. Par exemple, si on pourrait regarder un point de vue complètement opposé, un philosophe québécois comme Charles Taylor, lui, discute avant même que parce que le Québec a fait sa loi sur la laïcité en 2019. Donc, il a écrit un livre en 2010, j'ai oublié le nom, je crois que c'était La laïcité, la liberté de conscience, quelque chose comme ça, ou la laïcité, la conscience, où il essaye d'explorer différents types de voies à la laïcité, laïcité plus ouverte versus laïcité républicaine, comme il l'appelle. Donc ça, c'est un point de vue. Il y a aussi Charles Taylor. Ma conception et puis notre conception, enfin, je ne suis pas le seul sur Terre à avoir cette conception-là. Bien sûr. La laïcité, c'est la laïcité, quoi. Enfin, faut arrêter. La laïcité, machin, laïcité, truc, ça n'existe pas, en fait. C'est quand on essaye de se l'approprier, quoi. Je pense que... Pour moi, il n'y a pas plusieurs laïcités. Soit tu es dans la laïcité, soit tu ne l'es pas. Soit tu es fidèle à... D'accord, mais imagine, tu as un Belge en face de toi qui défend sa vision de la laïcité en Belgique. Ouais, mais je ne la connais pas assez bien pour argumenter, je crois. Tu vois... Parce que tu m'as dit que c'était concordataire, ouais, mais alors du coup, c'est pas... Il y a différents pays. Si on est laïque, c'est qu'on s'est émancipé de l'Église, que l'Église a fait ce qu'elle veut, fait son truc, et tu as le droit d'y adhérer si tu veux, mais à ton âme et conscience, mais ça ne t'engage pas au niveau vie publique. Donc voilà, c'est ça la laïcité, c'est pas plus compliqué que ça. Je vois pas comment on peut avoir une autre vision de ça. On pourrait imaginer... À moins de dévoyer le sens. Typiquement, par exemple, Charles Taylor propose des accommodements. Alors là, j'ai pas d'idée en tête, mais par exemple, dans le contexte français, ce qu'on pourrait imaginer comme accommodement, c'est le calendrier. Il y a des jours fériés. On se dit que pour un musulman, ou même pour un athée, il n'en a rien à faire de savoir qu'il y a telle fête en l'honneur de Marie. Pourquoi est-ce qu'on garde cette fête-là ? Et on pourrait très bien... C'est mon point de vue aussi, mais après, voilà. Mais une laïcité avec des accommodations, par exemple, ce serait ça plus il y en a plein des accommodations. Ici, en Alsace, les églises sonnent à chaque quart d'heure. L'Alsace, c'est un cas particulier. Par contre, s'il y a un appel à la prière à la mosquée, tout le monde va faire la gueule. Je veux dire, il n'y a pas égalité, là. Ouais, du coup, faudrait se poser des questions. Après, je ne suis pas plus pour l'un ou pour l'autre, c'est pas ça le problème, mais pourquoi ? Comment ça se fait ? Alors oui, parce qu'il y a une majorité catholique. Historique, surtout. Je pense qu'il y a une loi qui a été faite à un moment donné. Voilà. Bon. Est-ce qu'on respecte la laïcité ? Mais souvent, on se pose la question. La loi de Debré, ça ne respecte pas la laïcité, je suis désolé, non ? On subventionne, on subventionne les églises, les écoles privées. Ouais, mais tu peux le voir exactement de la manière que la liberté de la presse, par exemple. C'est important qu'il y ait une presse privée de la manière qu'il y ait une presse publique, mais pour éviter un monopole d'État. La République a ses écoles, ok. L'Église a ses écoles. Comment ça se fait que la République, elle subventionne aussi celle des églises alors qu'on est dans un pays laïque, avec séparation de l'Église et de l'État ? Justement, pour éviter un monopole d'État, ce qui permet une liberté... Mais non, il y avait des écoles privées même avant qu'il y ait la loi Debré. Il y avait déjà des écoles privées religieuses. En plus, oui, mais si la jamais loi Debré il n'y avait pas de certaines écoles privées et il y aurait une double peine. Celles qui sont religieuses, elle les subventionne. Celles qui sont Montessori, machin, non. Il y aurait une double peine. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y aurait une double peine. À un moment donné. Mais ça, tu prêches un convaincu. Mais il y a un problème. Il y a un double problème. En fait, il y a le problème aussi de l'accès à ces écoles. C'est-à-dire que celui qui veut aller, par exemple, dans une école privée, il paye déjà des impôts qui servent à financer l'école publique. Donc, il paye déjà l'école publique, même s'il n'y va pas. Et ensuite, quand il va à l'école privée, il reste des frais. Donc, il faut les payer. Si en plus de cela, l'État ne subventionnait pas les écoles privées, il faudrait en plus payer encore. Donc ça veut dire qu'il devrait payer à plein pot et l'école publique et l'école privée. L'école publique via ses impôts, l'école privée via les frais d'inscription. Ça pose un problème pour moi, c'est que je te prends l'exemple de mon village du Sud-Ouest, qui était un village où les œuvres laïques étaient vraiment un truc important. Il y avait une école publique, laïque, et il y avait une école privée catholique, comme dans beaucoup de villes moyennes. Au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que l'école publique, elle touche la subvention de l'État. L'école privée, elle touche la même subvention, plus l'Église qui donne des sous. Du coup, elle avait plus de sous, l'école privée. Donc au départ, moi, quand j'étais gamin, l'école privée, c'était vraiment... C'était vachement moins bien, quoi. Parce que c'était un truc religieux, un peu austère, ça donnait pas envie, quoi. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en gros, tous les gamins commencent à partir dans l'école privée. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent « Ah ouais, mais là, c'est un peu la plèbe. Et du coup, c'est plus que les cassos, ou les gitans, les arabes qui vont à l'école publique. Et dès qu'on veut un peu mettre ces gamins au chaud et protéger, tout ça, on les met à l'école privée.
Et en fait, on est en train de tuer l'école publique. Mais on est en train de la tuer. Et clairement, et c'est ce qui est en train de se passer partout. Hein. Je pense qu'il y a surtout aussi un gros problème. Ça, c'est vraiment un problème. On tue le modèle d'école publique parce qu'on subventionne l'école privée comme l'école publique. Je ne suis pas sûr que la raison de subventionner l'école privée... C'est la loi de Debré, tu regardes, ça parce que justement, on pourrait considérer aussi que subventionner l'école privée... et 2009, ça a été aggravé, je ne sais plus comment s'appelle la loi. Ou lui permettre son financement permettrait justement une saine concurrence entre privé et public qui permettent d'améliorer et aussi bien le privé que le public. Mais on pourrait envisager d'autres modes de financement, ça c'est pas le problème. Je ne pense pas que ce soit ça la cause. La vraie cause, par contre, c'est l'affaiblissement du niveau des programmes. Et l'affaiblissement, pour moi qui ai été prof, hein, entre les années 50 et aujourd'hui, le programme a chuté le niveau du bac, c'était... dans les années 50, c'est le niveau qu'on a en licence 3 ou même en maîtrise aujourd'hui. Ça se discute. Donc, c'est pas je pense que le vrai problème, je suis pas d'accord parce que c'est le même programme. S'ils sont subventionnés, c'est qu'ils sont sous contrat. Donc ils doivent appliquer le programme. Malgré tout, une école privée qui est subventionnée, elle est sous contrat. Après, il faudrait ouvrir un autre pour débat être sous contrat, il là-dessus. faut suivre le programme de l'éducation nationale. Donc, c'est pas une question de programme. Mais tu peux... Il y a juste des cours de religion plus, si tu veux. Bien sûr. Et un crucifix tu dans peux avoir le même programme et bien le faire ou moins bien le faire. Par contre, on va juste clore parce que là, on est en train de partir sur l'école. Est-ce qu'il y a encore une référence que tu aimerais donner et puis on va arrêter. La Boétie, le discours sur la servitude, sur la servitude volontaire, un classique que je trouve qui est indispensable à lire aujourd'hui parce que on est en plein. Enfin, de toute façon, c'est indémodable. La servitude volontaire, on va pas développer là-dessus parce que sinon on va faire 1 heure de plus. Bah oui. Mais c'est quelque chose qui moi me tient à cœur. Et j'en fais une 3e, même si tu m'avais dit 2. Je suis un libre penseur, je m'en fous, tu vois. Je suis un rebelle. La Raison, c'est notre revue à la libre pensée. On a la Raison, ça paraît tous les mois. C'est pas disponible partout, mais bon, sur demande, on peut vous. De toute façon, vous avez un site internet. Voilà, on a un site internet. Vous avez un site national de libre pensée et un site local libre pensée du Bas-Rhin. Voilà, La Raison. Là, sur celui-là, vous avez Jeanne d'Arc. Tiens, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Qui est quand même une figure de l'extrême droite, de la religiosité. Je suis en train d'ouvrir une nouvelle parenthèse. Ouais, j'ouvre une très grosse parenthèse. Bon, c'est bien. Nous, on dit Jeanne d'Arc, elle a été lâchée par les curés, par les rois, et en fait, c'est une pauvre victime. Et nous, on la revendique au niveau de la libre pensée de Jeanne d'Arc. C'est pas l'extrême droite, c'est pas la réaction, c'est une figure d'émancipation féministe, d'émancipation voilà, et qui s'est fait lâcher par le cléricat. Enfin voilà. On ferme la parenthèse, mais c'est bien, je vois que tu as beaucoup de choses à dire et je te réinviterai sur on verra, sur plein d'autres thèmes si ça te dit. En tout cas, moi j'étais très content de t'accueillir dans cette émission. Pareil. Et puis peut-être à une prochaine fois. Écoute, avec plaisir. Allez, au revoir. Ciao.